En fait, j'avais fait plus de, à peu près, je dirais 300K en formation. Genre, mon domaine est limité, tu vois, et je devais produire des formations pour en produire parce que c'était ce qui me faisait gagner de l'argent. Si je ressors pas de nouvelles formations, bah mes clients déjà fidèles qui attendent de redépenser de l'argent n'ont pas moyen de me le donner, tu vois. Là, à l'heure actuelle, on a 400 personnes dans la communauté qui payent et on va essayer d'aller chercher les 1000 membres. Ça serait vraiment le palier qu'on veut déjà exploser. Une des étapes les plus clés dont personne ne parle, ou pas du tout assez, je trouve, c'est vraiment la phase de teasing. Enzo, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, bienvenue dans le deuxième épisode de Showtime. Merci pour l'invitation. Et bah avec plaisir. Écoute, j'ai un petit rituel. Soit je te présente, soit tu te présentes pour commencer. Vas-y, je te laisse me Tu me fais présenter. confiance? Ouais, je te fais confiance, full confiance. Ok, parfait. Donc Enzo, tu as 19 ans. Tu as commencé le business en ligne à l'âge de 16 ans, en commençant d'ailleurs par l'achat-revente de sneakers. Très rapidement, tu as lancé un média spécialisé dans les sneakers et tu as documenté ton évolution et ton parcours en termes d'achat-revente. Tu lanceras ensuite une formation pour aider les jeunes ambitieux à justement se lancer dans le système d'achat-revente. Puis tu basculeras sur un système communautaire avec le clan, une communauté donc payante qui permet, en plus d'être formé, d'être informé justement de toutes les nouvelles informations autour des sneakers, vêtements ou encore places de concert à acheter afin de revente. Et en quelques chiffres, Sneakers Media, donc ton média, c'est 90 000 abonnés sur Instagram, 10 000 sur YouTube et surtout plus de 500 000 euros de générés à seulement 19 ans. Et aujourd'hui, tu vis d'ailleurs à Bali. Est-ce que la présentation... Mec, c'est parfait. Le seul mini détail, c'est que je viens d'avoir 20 ans. Ah, bon ami, Jean, en retard. Merci beaucoup, mais c'est parfait, tu m'as super bien introduit. Ok. Et exactement, c'est ça. Et bah écoute, parfait. Bah alors j'ai la première question pour toi. Je t'écoute. Si tu t'es lancé à 16 ans, pourquoi te lancer dans l'entrepreneuriat aussi jeune? En vrai, tu sais, je pourrais grave faire le mec de... J'avais la vision, j'avais plein de trucs, mais non, honnêtement, c'était vraiment juste parce que j'avais envie de gagner de l'argent. Et tu sais, quand t'es collège, début lycée, etc., bah, je sais pas, mais moi, je sais que mes parents, ils ont bien géré ça, entre guillemets. On avait un petit peu d'argent dans la famille et tout, mais ils me laissaient pas, tu vois, en profiter à fond. Ils Ok. m'achetaient pas tout ce que je voulais et tout. Et du coup, j'avais forcément des débuts de petites frustrations de, ok, je voulais acheter ce t-shirt, cet ensemble, etc. Et donc, j'étais en mode, bah, go faire de l'argent moi-même, en fait, pour pouvoir me le payer. Donc, Ok. ça a commencé juste comme ça, bêtement. Ok. Et comment t'as trouvé justement l'achat-revente comme premier business? Moi, c'était au collège. Donc, j'avais du coup moins de 16 ans quand j'ai vraiment commencé à faire des petits business, tu vois. Ok. Et c'était un pote à moi dans ma classe qui commençait à faire ça. Donc, j'ai suivi un peu, quoi. Ok, trop cool. Et du coup, l'idée de monter ensuite Sneakers Media, c'est venu naturellement ou parce qu'à l'époque, le building public, tu vois, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et là, toi, de créer un média qui partage des infos et qui en plus documente ce que tu fais, comment c'est venu cette idée justement? Bah, c'est pareil, en fait, tu vois, souvent on me dit mais comment t'as eu l'idée aussi jeune et tout, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas de secret, quoi. Moi, je faisais de l'achat-revente et j'ai ouvert un petit compte. Les gens voient que la finalité, tu vois, les 90 000 abonnés, ils se disent mais comment t'as fait ça à 16 ans? Mais en fait, moi, au début, j'avais 23 abonnés, j'étais dans ma chambre, je prenais des photos de mes pères et c'est tout, tu vois, il y avait rien de très sérieux. Donc, je sais pas, un peu naturellement, je me suis dit, ok, bah, je fais de l'achat-revente, qu'est-ce que je pourrais apprendre aux gens? Ok. Bah, c'est le seul truc que je savais faire à mon âge en vrai. Donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé par montrer ça. Ok. Parce qu'au début, du coup, tu partageais vraiment comment choper des paires, comment les revendre, etc. Et aussi l'actualité, justement, quelle paire sortait. Ouais, exactement. J'apportais de la valeur. En fait, j'avais déjà le modèle formation en tête parce que je suivais des formateurs mais qui étaient dans d'autres thématiques. Et Ok. j'avais beaucoup entendu ce truc de ouais, si tu veux vendre de la formation, pars de ce que tu sais faire Hmm. et partage de la valeur autour, éduque les gens, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec l'achat-revente. Ok, ok, très cool. Et justement, le business de formation en ligne, comment c'est venu? À partir de quel moment tu t'es dit, ouais, il y a quelque chose à faire avec cette page justement de... En fait, je l'avais en tête dès le début, Ok, mais je savais pas trop où ça allait me mener, donc j'ai essayé vite fait, tu vois. J'avais pas tout planifié ou quoi, tu vois, ça serait ouais, abusé de dire ça, mais dès que j'ai lancé le compte, je savais que je voulais faire de la formation avec. Et en gros, moi j'ai attendu 3 mois avant de lancer ma première formation. Au ok. bout de 3 mois, j'ai dépassé les 1000 abonnés et pile à ce moment-là, c'était le moment où je lançais ma formation. Ok. C'était une formation pour aider justement les jeunes à... À faire de l'achat-revente. Ok, Alors c'était tout petit par rapport à ce que je fais maintenant, tu vois, tu t'en doutes, mais
C'était mon premier produit digital. Ok. Et avec cette formation, alors juste une tranche, t'as généré à peu près combien de chiffre d'affaires? Alors, c'est dur de savoir exactement et de se rappeler, mais je sais qu'au début, je faisais à peu près entre genre 300-400 € par mois et 800 maximum Ok. dans les 6 premiers mois de la formation, quoi. Ok. Et après, justement, tu as développé ça avec l'audience, du coup. Et justement, récemment, tu es passé sur un modèle vraiment communautaire, le clan. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé sur un modèle formation communauté? Parce que tu as gardé l'aspect formation, mais avec en plus l'abonnement mensuel. Pourquoi tu as changé de cap, entre guillemets? En fait, j'avais fait plus de, à peu près, je dirais 300K en formation, Ok. mais même après avoir généré cet argent-là, je sentais que, enfin, en fait, j'avais pas assez de contrôle sur le truc, c'est-à-dire que je formais des gens et fallait toujours ressortir des nouveaux programmes. Les gens, je les aidais, mais après, ils me donnaient plus d'argent, sauf si je ressortais une nouvelle formation. Mais ça devenait improductif parce que, en fait, j'arrivais à un stade où, genre, mon domaine est limité, tu vois, et je Ok. devais produire des formations pour en produire parce que c'était ce qui me faisait gagner de l'argent. Hmm. Si je ressors pas de nouvelles formations, bah, mes clients déjà fidèles qui attendent de redépenser de l'argent n'ont pas moyen de me le donner, tu vois. Ok. Et donc, j'étais là à chercher des idées de formation et tout. Alors que, enfin, je sais pas, je vais pas me former sur des nouveaux domaines pour Hmm. reformer les gens. Tu vois, ça perdait son sens. Hmm. Et en plus de ça, c'était pas ce qui aidait le plus les gens par rapport à mathématiques. C'est-à-dire que la formation, c'est cool, mais moi, ce que les gens avaient vraiment besoin, ce dont les gens avaient vraiment besoin, c'était un accompagnement, des réponses à leurs questions et des informations. Parce que dans mathématiques et dans les sneakers et dans l'achat-revente de manière générale, Ok. ce qu'il faut, tu vois, c'est avoir une notification quand il y a ça qui sort à droite, ça qui sort à gauche. Et ça, les gens l'avaient pas. Ils avaient que des connaissances. Et après, ils devaient aller chercher de l'info, De même. de même ou du coup chez des concurrents qui Ok. avaient un service. Ok, ok, très clair. Et t'as jamais eu peur justement que cette branche d'achat-revente soit saturée, entre guillemets? Non, parce que j'observe beaucoup ce qui se passe et j'essaie d'anticiper un maximum. Alors après, comme tout le monde, tu vois, je peux avoir des peurs et tout, mais là-dessus, en vrai, ça me fait pas trop peur. Parce que l'achat-revente, techniquement, tu vois, c'est là depuis un peu la nuit des temps. Maintenant, si tu parles vraiment de sneakers, là, pour le Ouais. coup, oui. Parce que le marché évolue énormément, ça va vite. Ces derniers temps, c'est moins fort, mais justement, on a su se diversifier et venir proposer de l'achat-revente de plein d'autres articles. Donc là-dessus, ça ne me fait pas peur sur le point de vue global, tu vois. Ok. Et du coup, bon, ça doit être totalement différent, donc le système à abonnement que juste la vente de formation, entre guillemets. Comment tu vois un peu le scaling justement de la vente de formation, enfin de la vente d'abonnement, pardon, du clan justement? Comment tu le vois d'ici 6 mois, 1 an et 2 ans même? Bah ouais, c'est archi différent, ça se scale pas de la même manière et perso, c'est beaucoup plus plaisant parce qu'on apporte de la valeur continuellement aux clients. Et si on est assez bon, les gens restent abonnés. Et du coup, on a une base, un MRR, donc un revenu mensuel récurrent qui est solide et qui est en place et qui nous permet Hmm. de construire des projets dessus, tu vois. Euh, Comment je le vois d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans? Là, à l'heure actuelle, on a 400 personnes dans la communauté qui payent. Ok. On a eu 6 gros mois compliqués sur ce début d'année 2024 où on a essayé plein de trucs et globalement, il n'y a rien qui a marché. Donc, on est parti début 2024 à 400, on est encore à 400. Ok. Donc, on s'est maintenu, mais on n'a pas évolué comme Ouais. on le voulait. Maintenant, c'est comme ça, on prend avec ce qu'il y a, ça fait partie du truc. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de passer un cap sur cette fin d'année. Et on va essayer d'aller chercher les 1000 membres. Ça serait vraiment le palier qu'on veut déjà exploser. Et derrière, on a plein de possibilités de développement. Donc, on va sûrement aller pousser vers les 2000. Et ensuite, on a aussi d'autres axes d'évolution. Ok, Je ouais. peux te donner des exemples, mais par exemple, aujourd'hui, on vend que de l'abonnement. Donc, les gens, quand ils rentrent, en gros, ils payent un frais à l'entrée. Ensuite, ils vont payer que 35 €. Ok. On peut aussi développer verticalement le truc, c'est-à-dire leur proposer, tu vois, des accompagnements plus chers et les upsell sur d'autres offres parce qu'on a plus à apporter également, tu vois. Ok. Ouais. Et quand je reviens sur ce que tu as dit à un moment, Dis-moi. tu vois, quand tu as dit les informer en fait, quotidiennement, comment ça se passe, toi? Bon, je suppose que tu as une équipe, mais personnellement, pour gérer ça de Bali, justement, on disait au début du podcast que tu étais à Bali. Comment ça se passe pour gérer voilà, ta communauté? Tu as quand même plus de 400 membres, du coup. Comment ça se passe, toi, quotidiennement? Parce qu'avec le décalage horaire, Bien même sûr. la connexion, tout ce qui se passe là-bas, est-ce que tu peux nous expliquer un Ouais. peu? En fait, moi, ma vision du business et comment je vois le truc, c'est que moi, je suis
je suis pas trop là pour faire de l'opérationnel. Alors je l'ai fait, et il faut le faire forcément à un moment, tu vois, et je le fais encore sur des trucs parce que c'est obligatoire. Mais j'estime que on doit le plus vite possible, tu vois, avoir une vue beaucoup plus globale et du coup être beaucoup plus là à donner la vision, à diriger, à orienter les choix et à prendre les décisions entre guillemets stratégiques. Ça peut faire un peu vague quand j'en parle comme ça, mais en gros, pour donner des exemples concrets, moi j'ai tout délégué dans le service, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas moi qui réponds évidemment aux questions des membres, c'est pas moi qui donne des infos quotidiennement. Tout ça, en fait, ça serait entre guillemets improductif si je le faisais parce que c'est pas là où j'apporte vraiment ma valeur, tu vois. Moi, là où j'ai apporté ma valeur, c'est dans la création de ces process-là, dans le recrutement des gens qui appliquent ces process-là, et derrière, dans, je dirais pas la surveillance, mais dans la veille que ces process soient bien respectés, bien appliqués, Ok, ouais. et que tout tourne bien et que les clients soient satisfaits, en gros, tu vois. Ok. Ok, ouais, je vois. Donc, tu as vraiment une équipe derrière ce Exactement. projet. Tout l'opérationnel est délégué sur la partie service. Donc, c'est-à-dire Ok. que dans le clan, moi, je touche à rien. J'ouvre quasi jamais le service. Tout tourne. Et par contre, moi, j'ai des datas clés et des feedbacks clés, tu vois, sur OK, est-ce que les gens sont satisfaits? Hmm. Oui, non. Et du coup, si oui, OK. Sinon, bah, OK, je me rapproche Ok, des ouais. équipes et là, je creuse plus, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, quelle stratégie tu mets en place pour justement toucher plus de membres dans le clan? Est-ce que tu fais que de l'organique, de la ads? Est-ce que je sais que tu avais essayé un concours également aussi. Mm. Comment ça se passe tout ça? Comment tu choisis justement Du coup, bah, comme je te disais, ces 6 derniers mois, on a essayé des tonnes de trucs et tu l'as bien dit, concours, ads et organique, c'était notre point fort à la base. Et donc, en gros, honnêtement, je suis pas fier de ce qu'on a fait, mais ça fait partie du truc. Mais on a essayé des tonnes de trucs et rien qui a marché parce qu'on a fait plein d'erreurs. Et donc, ce que j'ai beaucoup essayé ces derniers mois, ça a été beaucoup plus l'ADS en vrai. Ok. Et ça m'a pas trop réussi. Ça a pas trop marché. On a eu beaucoup de complexité. On a pris des closers. On a complexifié énormément, tu vois, le tunnel. Et donc là, on revient beaucoup plus à de la simplicité. Et donc là, le tunnel et comment on va vendre finalement, c'est très très simple et très basique. Et j'ai l'impression de revenir un peu à ce que je faisais Ok, au début, ouais. mais c'est le plus efficace. C'est de faire du contenu organique, simple et impactant. Des réels, des posts Instagram par exemple. Ok. Fidéliser les gens en deuxième étape avec une récupération d'emails et des emails quotidiens ou quasi quotidiens et des stories en apportant un maximum de valeur et ensuite, une fois de temps en temps, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, faire une offre promotionnelle pour déclencher vraiment des ventes, tu vois, sur le clan. Ok. Et je rebondis pareil sur un point. Je sais que tu avais fait une offre gratuite du clan. Quelle a été cette stratégie, enfin, quel a été l'impact plutôt de cette offre gratuite justement? C'était pas mal. Donc on avait fait en fait une version du serveur gratuite, mais du coup pas mal réduite évidemment. Il y avait plein de features qui étaient bloquées. En vrai, ça avait un bon impact parce que du coup les gens pouvaient voir et avoir un aperçu de ce que ça donnait dans le clan, mais du coup avec une petite frustration parce qu'il y avait plein de trucs où ils étaient en retard, où ils n'avaient pas l'accès global. Donc ça a eu un impact. Maintenant, c'est très dur à gérer parce que dès que c'est gratuit, les gens y consacrent tellement peu, tu vois, d'attention. Ouais. Donc là-dessus, il y a plein d'optimisations à faire et c'est très complexe en vrai, mais ça a eu un petit impact. Ok, ok, très cool. On va passer sur un sujet un peu plus lifestyle, mon Je t'écoute. entrepreneur. Comment se passe la vie à Bali? Comment ça se passe? Ça se passe ultra bien, mec. Ultra bien. Ouais. Moi, je suis là-bas depuis un peu plus d'1 an et demi et c'est juste génial. Genre, tous les gens qui nous écoutent, je suis en mode, bah, allez-y, allez voir ce que ça fait. Ok. Non, en vrai, je kiffe. C'est une vie qui est très déconnectée de l'Europe, tu vois. Quand je Ok. reviens ici, ça fait bizarre et il y a un temps d'adaptation qui est un peu dur. Parce que les gens sont très souriants, très open. Le rythme de vie est très lent et calme, tu vois. C'est-à-dire que tu ressens aucune pression, aucun stress, que ce soit dans la rue, dans les environnements, etc. Peu importe, il y a pas de stress là-bas. T'as l'impression vraiment que le mot n'existe pas et que la Ok, sensation ouais. n'est pas présente. Donc c'est très calme et moi ça me plaît. Ok. Et d'un point de vue business, justement, est-ce que tu arrives justement à rencontrer tout ce qui est entrepreneur, même rencontrer du monde en fait? Parce que quand tu es jeune, partir à Bali, qui est quand même très loin, je sais pas si tu étais parti seul à la base ou quoi, mais ça peut être perturbant, entre guillemets, peut-être pour certains en tout cas. Comment toi tu l'as vécu, Ouais. l'installation à Bali? Du coup j'ai fait 6 mois avec mon ex-copine à la base. Ok.
Là, on était plus à 2, donc j'ai pas rencontré trop de monde, je t'avoue. Et ensuite, je suis revenu avec des potes, juste avec 2 potes. Et là, on a rencontré énormément de monde. Alors, c'est pas l'endroit où il y a les entrepreneurs les plus successful, en tout cas. Disons qu'il y en a pas des tonnes, tu vois, mais il y en a quand même. Et il y a beaucoup plus des profils freelance ou qui ont des business un peu plus simples sans les attaquer ou sans les dégrader, parce que ça se respecte aussi, mais des business un peu plus simples. Mais je rencontre quand même des tonnes de gens et quand même des gens extrêmement cool, extrêmement pertinents. Ok. Et j'ai notamment fait des nouvelles amitiés de fou là-bas. Et donc là, j'ai, je dirais, 5-6 ultra bonnes amitiés, tu vois. Vraiment Ok. des frérots Qui habite à Bali. qui habitent quasi full-time à Bali comme moi. Ok. Ok, tellement cool. Et sur une échelle de 1 à 10, tu me recommandes Bali? À combien? À 20, en vrai. À 20. Là, je pars. Non, Ok. vraiment, je te recommande à fond. Ok. Et d'un point de vue, moi, ce que j'avais entendu, c'est par exemple pour le business géré à distance avec le décalage horaire, la connexion Internet, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est un peu ce qu'on dit sur les réseaux? Ça, c'est... Sur les réseaux, on fait beaucoup de généralités. Après, c'est vraiment au cas par cas, tu vois. Si t'as un business comme le mien où t'es pas dans l'opérationnel, bah en vrai, tu t'en fous du décalage Mhm. horaire. Tes équipes, Elles enfin, savent quoi faire, quoi. elles savent quoi faire et t'as largement le temps. T'as au moins 4 à 6 heures par jour. Le calcul est un peu dur là de tête comme ça, mais t'as au moins 4 à 6 heures par jour où vous êtes tous les deux dans des bonnes tranches horaires pour bosser. Donc c'est suffisant, tu vois, pour caler des calls à ces moments-là. Mhm. Maintenant, si toi, tu bosses qu'avec des clients qui sont en Europe et que tu es purement dans l'opérationnel, que tu dois constamment les avoir en appel et tout, Ouais. là, moi, j'ai des potes qui gèrent ça et c'est extrêmement galère, tu vois. Ou par exemple, j'ai des potes qui étaient dans le closing et qui devaient passer des calls tous les soirs. Et du coup, évidemment, en France, Ouais. les calls, c'est 17, 18, 19, 20 heures. Bah, à Bali, 20 heures, c'est 2 heures du mat, tu vois. Ouais, donc t'es obligé d'être décalé, quoi. Donc là, c'est chiant. Donc ça dépend vraiment du business, finalement. Ok. Et du coup, là, tu vas te mettre en full time. Ça a été une décision, enfin en full time à Bali. Ça a été une décision que tu as prise avec beaucoup de réflexion, je pense. Comment ta famille un peu a regardé ça parce que du coup, tu t'es plus du tout Ouais. avec. Enfin, il y a quand même une distance. Mais en fait, déjà, il y a pas tant de réflexion derrière ça, tu vois. Moi, je me prends pas trop la tête, c'est-à-dire que je me suis pas dit, ok, j'emménage ou quoi. Enfin, je vis pas comme ça. Je suis juste en mode, ok, bah, Bali, c'est cool. Go passer plus de temps, mais j'ai pas de pression sur, ok, j'y vais pour 5 Ok, ans, ouais. j'y vais pour 2 ans. Je pense rester encore 2-3 ans, mais du jour au lendemain, tu vois, ça me plaît pas. Je Tu pars, peux partir, ouais. j'ai pas d'attache ou quoi, donc pas de souci. Et par rapport à la famille, ouais, forcément, enfin, surtout ma mère est un peu triste, mais on fait avec et on arrive à gérer ça, tu vois. C'est pas un souci finalement la distance. Aujourd'hui, enfin, je t'apprends rien, mais avec WhatsApp et tout, Ouais. tu les as au téléphone. Moi, la majorité on me dit souvent, tu vois, mais ça fait quoi vivre de loin de tes parents, c'est pas compliqué et tout. En fait, la majorité des interactions que j'ai avec mes parents et des choses que je partage, c'est des discussions finalement. Hmm. Donc, les avoir au téléphone, bon, ok, je les ai pas en face de moi, mais les discussions, je peux les avoir, les mots, je peux les trouver, et les émotions, je peux les ressentir aussi. Donc Ok. finalement, bah, c'est pas tant dérangeant que ça, tu vois, on s'y fait. Et quand on se retrouve 2 à 3 fois par an, bah, on est ultra content, tu vois, Ouais. de se retrouver. Donc finalement, en vrai, Donc ça se passe super bien, quoi. mais je suis même plus heureux maintenant, limite, tu vois, que quand j'étais full time avec eux. Parce que j'ai beaucoup plus de recul sur ça. Et je sais pas comment dire, mais je me rends beaucoup plus compte de la valeur de nos relations, tu vois. Ok. Et justement, par rapport à ça, comment ta famille, enfin, si je peux me permettre de poser la question, a Dis-moi, réagi quand justement toi, t'as arrêté après le bac, du coup, je crois. T'as eu le bac? avant même, Avant le bac? ouais, Ok. j'ai quand même eu le bac, mais après en candidat libre. Ok. Du coup, comment ils ont réagi quand t'as, entre C'était guillemets, très dit. compliqué. En vrai, c'est une des périodes de ma vie où il y a eu plus de conflits et où c'était le plus dur. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais au lycée et vers la seconde, j'ai commencé à dire à mes parents, ok, bah là, je lance mes business, ça commence à marcher. En gros, je vous le dis direct, je ferai pas d'études sup. Donc déjà, ça a été compliqué à accepter pour eux. Ils ont fini par commencer, tu vois, à le digérer tranquille et à se mettre dans un coin de la tête que ça allait se passer comme ça. Et arrivé en première, je leur ai dit, en fait, non seulement il y aura pas d'études sup, mais non seulement je vais arrêter avant le bac aussi. Et là, ça a été Là, ça a compliqué. pété. Le combo a été compliqué. Pour eux, le bac, ça avait une valeur de fou. Ils étaient en mode, bah en fait, t'as fait toute ta scolarité,
tu vas pas arrêter à 1 an d'avoir ton bac, donc tu continues et tu vas le faire. Et donc là, c'était très conflictuel. Mes parents étaient pas du tout dans ok, fais comme tu veux, c'est ta liberté, etc. Ils étaient vraiment en mode on est responsable, Ouais. on doit te faire passer ce bac-là. On a négocié un deal qui était assez simple, c'est que je pouvais faire mes business, je pouvais avoir plus de temps pour moi. Du coup, je faisais les cours à la maison, en fait, Ok. en terminale. Et je passais quand même mon bac comme ça. Ok. Finalement, j'ai pas fait les cours à la maison de l'année. Parce que quand t'as un business à côté, t'as plein de préoccupations. Et en plus de ça, tu dois gérer des cours qui t'intéressaient pas de base. Mais en plus de ça, t'as pas de professeur et tu dois les gérer seul. Tu lâches. C'est un enfer. Ouais. Et dans ma tête, je savais que c'est pas ça que je voulais. Je savais que ça me servirait pas, entre guillemets. Et que j'avais trouvé ma voie, etc. Donc c'était extrêmement compliqué. Et du coup, toute l'année, ça a été conflictuel. Jusqu'à ce que je dise, ok, c'est bon, je vais passer mon bac, ils vont me laisser tranquille. Je révise à fond pendant une semaine. Et je l'ai passé un peu en mode, j'apprends tout par cœur, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai eu des méthodes différentes d'apprentissage. Mais c'est passé, j'ai eu mon bac tranquille avec une petite mention. Ok, petite mention en plus. Ouais. Bravo. Après, Ouais. je peux pas me vanter de ça, c'est très facile le Ouais, bac, tu ouais, vois. ouais. Ok. Et moi, j'avais une petite question aussi par rapport à un event, parce qu'on s'est rencontrés là-bas la première fois. Event d'Alec Henry. Je crois que c'était le tout premier d'ailleurs, qu'il avait fait avec Exactement. Sylvain Pascal. Exactement. Est-ce que tu continues à en faire? Et c'est quoi ton avis par rapport à ça, justement, par rapport aux événements, networking, etc.? Moi, j'aime trop. À chaque fois que je fais des événements, je rencontre grave des gens. Donc, c'est top. Après, c'est pas suffisant pour moi pour créer des vraies connexions. Parce que souvent, ce qui se passe, et c'est ce qui m'est arrivé au début, tu vas à ces events un peu networking, meetworking, etc. Et tu prends des Insta. Et tu repars, t'as juste des Insta, tu vois. Ouais. Mais t'as pas vraiment connecté avec les gens. Du coup, déjà, maintenant, quand j'y vais, je suis beaucoup plus concentré sur le moment présent, en mode go créer une vraie connexion avec les gens avec qui ça matche bien. Et ensuite, il y a un après, il y a du taf à faire, tu vois. Les gens qui t'ont plu, faut les revoir. Faut leur proposer vite des trucs, faut refaire des restos, faut pousser les liens. Parce que c'est comme ça, en fait, que je me suis fait des putains d'amitiés qui auraient pu ne jamais exister. Ouais. À Bali, maintenant, on organise un peu nos propres networking. C'est beaucoup plus chill, hein, mais on fait des restos et on dit à tous nos potes ou tous les gens qu'on a rencontrés, ramenez vos potes aussi. Ok, ouais. Et on fait des gros restos. Et c'est là, en fait, où, tu vois, j'ai parlé avec un mec qui était à ma gauche, bon feeling. En fait, ça aurait pu juste s'arrêter si j'avais pas Ouais. reproposé des trucs. Et 2 semaines après, je lui ai reproposé un truc et ainsi de suite. Et c'est devenu comme ça un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait une coloc sur 2 mois. Et là, dès que je retourne fin août à Bali, on va être aussi en coloc. Ok. Donc, faut pousser les trucs et il y a un taf à faire derrière. Mais sinon, je trouve que c'est génial. Ouais, non, c'est un bon Et moyen. toi, Ouais, comme tu dis. t'apprécies aussi les networking? Alors moi, j'ai grave kiffé au début. Ok. Après, j'ai fait beaucoup les mêmes, justement, ceux d'Alec. En fait, le problème que j'ai trouvé, c'est que tu rencontrais souvent les mêmes personnes. Et donc, c'est vrai que si t'avais pas le lien avec la personne, je trouvais que ouais, ça se répétait. Après, c'est de ma faute, je suis pas allé chercher ailleurs. Mais sinon, ouais, j'aime bien. Je trouve que ça ouvre plein de... Bah, tu vois, là, on fait le podcast, on s'est rencontrés là-bas. Sur Insta, ouais. Après, c'est vrai que tu prends beaucoup d'Insta, mais ça peut débloquer sur... moi, je sais que j'avais rencontré une personne qui était pas du tout dans l'industrie musicale, Ok. qui m'a ramené finalement un producteur, qui est venu dans mon agence, etc. Donc tu rends compte aussi du réseau qui te permet de développer, toi, tes activités ou autres. Mais sinon, sur le côté ouais, humain et tout, ouais, j'aime bien, en vrai. Ok. À part sur le fait que ça se répète, sinon... Mais je pense que aussi le problème, c'est que t'as beaucoup de gens qui y vont et je faisais pareil aussi, c'est normal, tu vois, mais en fait, les discussions sont des fois un peu trop ennuyantes et un peu trop plates en mode, ok, comment tu t'appelles, quel âge t'as, tu fais quoi dans la vie. Ouais. Et je pense que c'est intéressant aussi d'y aller et d'être un peu plus fou, Ouais. de poser des questions plus folles et, enfin, je sais pas, d'avoir des interactions, d'en profiter pour avoir des interactions un peu plus osées, quoi. Ouais. Mais je m'en souviens, nous, le deuxième event où on s'était Ouais. vu, on s'était dit, je crois que je t'avais recontacté le lendemain, ouais, pour un podcast Semaine Pro. Et toi, t'étais dans la fast life, t'étais parti à Londres, après à Bali, tout Oui, ça. à Split, en Croatie, Ouais, en Londres, Bali, ouais, Croatie, ça après bougeait Bali. trop, c'était n'importe Ah quoi. ouais. Non. Et du coup, t'aimes bien voyager, le côté, justement, l'entrepreneuriat, ça t'a donné ce côté un peu libre, justement. T'aimes bien? Ouais, mais j'en ai pas tant profité encore, tu vois. Ok. Parce que, en fait, moi, mon kiff, c'est les routines et c'est la stabilité. Paradoxalement, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même très instable. Mais j'adore contrôler les choses. Et je déteste, à l'inverse, être dans le chaos, sauf à court terme. Donc, ça m'arrive d'avoir 1 semaine ou 2 maximum où c'est le bordel et où je bouge partout. Mais sinon, moi, ce que je kiffe,
c'est avoir ma salle, avoir mes repères, savoir où je mange, savoir avec qui je mange et savoir en fait où je travaille, avoir mon bureau, mon écran, mon clavier, ma souris et après personne ne fait chier, tu vois. Donc j'aime cette stabilité et ce confort-là et du coup je voyage pas tant que ça parce que bah c'est impossible. Règles, C'est ça. Et du coup, bah, ça me permet de te poser la question parfaite. C'est quoi ta routine à Bali? Ça varie beaucoup. Moi je teste aussi énormément de choses parce que j'aime tout optimiser, tout contrôler entre guillemets. Euh, Actuellement, donc là, dès que je retourne à Bali, par exemple, je te donne une journée assez type et assez rapidement. C'est très simple, je me lève le plus tôt possible, entre 7h et 8h, parce qu'il me faut quand même du sommeil et c'est dur de se coucher vraiment tôt. Donc entre 7 et 8h. Et ensuite, je vais directement bosser. Donc généralement, tu vois, je vais bosser 45 minutes à 1 heure après avoir ouvert les yeux. Ok. Donc le plus vite possible, j'attaque, 4 heures de ultra focus, je fais les trucs les plus importants, je mange rapidement, j'aime pas passer 2-3 heures à faire une pause déjeuner, tu vois, donc je mange vite, et ensuite, au bout de 45 minutes, 1 heure, je réattaque le travail. Ok. Et donc là, l'après-midi, c'est des tâches plus soft, call, apprentissage, j'essaie de faire de la lecture aussi, et les tâches que j'ai pas finies, ou c'est ajustable, tu vois, selon ce que j'ai à faire. Ok. Et le soir, je termine plus par le moment détente, donc social, je sais pas, ça peut être voir des potes, date, salle aussi, important. Donc sport aussi, je cale tout le soir. Ok. Et voilà. Et ensuite, je me couche le plus tôt possible. Ok. Et bah justement, ouais, j'avais vu un peu dans tes 24 heures. Donc Ouais. ça me permet aussi de te parler de YouTube, etc. Ça a été une volonté cette année de développer vraiment cette partie personal brand. Ouais, à fond. J'ai vraiment envie, et là, c'est un de mes gros objectifs encore, tu vois, et c'est un truc qui m'attire beaucoup, de construire une vraie présence en ligne parce que j'ai des trucs à partager, des trucs à expliquer aux gens, des trucs à montrer sur ce que je suis en train de construire, en fait. Et je sais que ça peut en aider beaucoup parce que je sais que ça aurait aidé mon ancienne version, tu vois. Genre le moi d'il y a 4 ans qui kiffait suivre des gars qui montraient un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et tu vois, je suis pas du tout le mec le plus avancé dans le business, mais je suis plus avancé que mon ancienne version. Et du coup, je sais que cette ancienne version, bah, il y a plein de gens qui sont dans le même cas Ok. que dans le cas dans lequel j'étais. Ouais, donc tu peux donner vraiment des conseils, De de fou. de la value, quoi. Et Ok. du coup, c'est mon gros objectif là de pousser cette personal brand, quoi. Ça m'attire de fou. Mais c'est un challenge, c'est pas facile de trouver les bons formats, de trouver les bons trucs à faire. Maintenant, heureusement que c'est pas simple, quoi. Ouais. Et je pousse ça à fond, là, c'est l'objectif. Et tu comptes pousser ça à fond du coup sur YouTube et aussi Instagram, TikTok et les autres ou Bien sûr. principalement une des plateformes? Non, là, je réfléchis de plus en plus à trouver des formats short impactants et bons pour mon niveau et l'échelle à laquelle je suis. C'est-à-dire que faire ce que Yomi Denzel fait, ce que Iman Gadzi fait, bah, en fait, c'est pertinent pour eux, mais ça l'est pas pour moi. Donc, je cherche mes propres formats qui peuvent marcher par rapport à d'autres créateurs qui sont un peu à la même échelle et qui cartonnent. Et les formats shorts, pour moi, sont obligatoires parce que aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui te permet vraiment d'avoir de la viralité, entre guillemets, assez rapidement, ou en tout cas d'avoir une viralité qui peut être grosse en un laps de temps assez réduit. C'est ça, ouais. Mais par contre, YouTube, c'est important aussi pour moi parce que c'est là où je connecte vraiment plus avec les gens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. YouTube, en fait, tu crées vraiment une communauté, tu vois. Tu crées vraiment les personnes qui te suivent, tu sors une vidéo, ils vont te suivre. Alors que Insta et TikTok, ça va être plus un algorithme qui va souvent changer. T'es moins mis en avant parfois devant même ta communauté. Alors que YouTube, tu crées vraiment quelque chose où, bah, certes, tu fais moins de vues, mais les vues que tu vas faire, elles sont ultra qualifiées, quoi. Totalement. Donc, C'est ça. c'est trop fort. Et du coup, sur YouTube, j'ai fait les fameux 24 heures Ouais. que beaucoup de personnes ont fait. Et ça m'a beaucoup plu en vrai. Ce Ça, format-là. c'est pas mal, ouais. Moi, j'ai regardé tes 24 heures et franchement, c'est pas mal fait. Tente vraiment. En fait, toi, ça, tu gardes le côté authentique, pardon. Donc, c'est pas mal de garder ce format. Et t'avais fait aussi un format où tu parlais juste à la cam. Ça, tu l'as arrêté, Ouais. je crois. Pourquoi tu l'as arrêté En fait, je me rends compte aussi que tout est une. Enfin, si je veux. Parce qu'on va pas se le cacher, le but c'est de percer. Alors, c'est certes d'apporter de la valeur, mais je veux réunir des gens. Et c'est complexe parce que si ça tenait qu'à moi, effectivement, je me poserais devant une cam et j'apporterais juste de la valeur. Mais je me suis quand même rendu compte que, moi, j'écoute des mecs des fois qui sont extrêmement authentiques et tout. Mais en fait, les vidéos, elles sont chiantes et j'arrive pas à les regarder. Même s'il y a de la valeur, c'est compliqué. Et il faut prendre en compte le fait que, on est humain, on a plein de distractions. Et que du coup, c'est plus pertinent pour moi, je pense, ok, je garde le côté authentique, mais on va pas se mentir, il faut aussi que je fasse des formats qui
qui sont émotionnels, que je travaille un minimum, qui sont divertissants, etc. Tout en préservant cette authenticité. Donc c'est ça le challenge. Et c'est pour ça que j'ai stoppé ces vidéos un peu plus simples pour aller vers des vidéos 24 heures où t'as l'impression, entre guillemets, que c'est extrêmement authentique et ça l'est dans le fond. Mais bien évidemment, tu vois, il faut que je travaille la structure, qu'il y ait un message qui soit écrit, etc. C'est l'objectif parce que sinon, c'est pas possible. Même que tu gères mieux le titre, la migna, Bien quelque sûr. chose qui... Ouais, ok. Ça fait partie du truc. Ok. Et à Bali, j'ai vu que tu t'étais fait des tatouages depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a une signification en rapport avec l'entrepreneuriat ou avec tout ça De fou. Ouais, carrément. Tu peux en parler Oui, carrément. Par exemple, là, il y a une petite épée. Okay. Ça, c'est le combat, c'est la guerre. J'estime que, tu vois, tout est une question d'adversité, de combat. Ça veut rien dire. Le diamant, c'est l'authenticité, justement. Okay. L'œil, c'est la créativité, la vision. Voir au-delà du réel et de ce qui est visible. Les mains, c'est justement l'action, donc transformer la vision en concret. Okay. Do it right now. Donc ça, c'est pareil, c'est l'action. Ces petites périodes où, je sais pas, tu sais que tu dois faire ça, mais t'as quand même un truc qui te retient, tu sais pas trop ce que c'est. Bah, peut-être débranche un peu ton cerveau, fonce et fais-le quand même, et après tu vas être content. Et derrière, j'ai une couronne où il y a marqué Fuck of Rage aussi. Okay. Donc nique la moyenne. Et bah, ça, c'est un peu ma mentalité avec une couronne numéro 1, etc. Où voilà, le but, c'est. Enfin, mon but, en tout cas personnel, c'est pas d'être moyen, et dans tout ce que je fais, je le fais pour essayer au plus possible de me rapprocher de l'excellence, quoi. Ok. Et du coup, par rapport aux phases de mou, etc., est-ce qu'à Bali, t'en as eu des moments un peu de solitude, des moments où c'est un peu flou, où tu te dis... Pas de solitude, mais ouais, par exemple, ces derniers temps, j'ai traversé une période qui était compliquée. Il y a eu 10 mois, un truc comme ça, j'ai traversé aussi une période très très compliquée où je me suis séparé de mon ex, après 5 ans de relation, on s'est construit énormément ensemble, tu vois, de 14 à 19 ans, donc dans des âges qui sont clés, extrêmement formateurs, etc. Donc ça a été ultra complexe. Franchement, j'en ai vraiment chié de fou. Mais voilà, ça a avancé. Et puis là, j'ai retraversé une petite période de mou un peu il y a quelques semaines. Mais on en sort tranquillement, ça fait partie du truc. Mais évidemment, j'en traverse de fou. Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour justement les personnes qui nous écoutent pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelqu'un qui débute, a rien fait encore, qui veut lancer son premier business. Ouais. C'est complexe parce qu'il y en a tellement à donner. Mais moi, j'aime bien rester sur de la simplicité et quelque chose que j'aurais eu besoin d'entendre au début. En fait, je pense, tu vois, que quand tu commences, tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais qu'est-ce que je lance ? Comment je le fais ? Sur quelle plateforme ? De quelle manière je le fais ? Et finalement, en fait, il n'y a rien qui est plus intéressant que juste l'action. Parce que même si tu fais... C'est très bateau, mais même si tu fais les mauvais choix, et tu les feras, dans tous les cas, tu vois, sûrement, si tu lances vraiment rapidement et si tu passes à l'action vite, en appliquant, en fait, tu vas beaucoup plus vite, tu vois, aussi te rendre compte de ce qui n'a pas marché et optimiser. Et juste cette acceptation et limite cette conscientisation, et MrBeast dit beaucoup ça, dit de toute façon, en fait, je peux expliquer l'exemple qu'il dit, mais il dit tes 100 premières vidéos, quoi qu'il arrive, elles sont nulles. En fait, fais-les vite, comme ça, après, tu passeras à ce qui est bien. Et moi, c'est un peu ça la mentalité que j'ai quand tu commences, c'est te prends pas la tête, en fait, à chercher comment faire le truc parfait, parce que dans tous les cas, accepte que tes 10 premières vidéos, tes 30 premières, tes 100 premières, elles seront nulles, et que ce sera que après que tu feras de la qualité. Donc, fais-les juste le plus vite possible. Et ensuite, tu vas voir au fur et à mesure, tu vas optimiser et ça finira par marcher. Donc, je dirais, débranche un peu le cerveau au début. C'est le tatouage, ouais. J'ai la même chose. Et voilà. Ok, trop cool. Écoute, je crois qu'il reste une dizaine de minutes à peu près. Peut-être un peu plus, 15. Je te propose de passer au jeu, si ça te va pour toi. Je t'explique un peu le concept. Tu as 3 jeux devant moi, du coup, de cartes. Tu as le tu préfères, le ton avis sûr et le ton conseil entrepreneurial sûr, du coup. Ou pour, je ne sais plus. Je pioche la carte, je te pose et tu réponds. On joue aux 3 ou on en choisit qu'un ? On joue aux 3. Let's go. Sauf si tu veux en choisir qu'un. Tu modifies les règles. Non, c'était réglé. Ok, vas-y. Alors, ton conseil entrepreneurial pour lancer une offre irrésistible. Pour lancer une offre irrésistible, alors il y a plein d'étapes. Moi, les offres qui ont les mieux marché, donc au-delà de l'offre, moi, une des étapes les plus clés dont personne ne parle, ou pas du tout assez, je trouve,
c'est vraiment la phase de teasing et de persuasion qui fait une différence énorme sur le lancement de ton offre. Et moi, dans toutes mes offres qui ont cartonné, ça a toujours été une phase de 2 semaines à 1 mois où en fait je bombarde et je détruis déjà les objections et je donne tellement envie aux gens d'acheter sans leur donner le produit, tu vois. Avec un teasing fort en disant, je sais pas, juste préparez-vous, il y a un gros truc qui arrive, en donnant déjà des tonnes de témoignages sur le produit ou sur la méthode, mais en leur disant, bah ok, voilà en gros ce que ça vous permet de faire, voilà les gens qui ont changé déjà leur vie grâce à ça, et voilà la date où ce sera disponible parce que pour le moment, bah, vous pouvez pas y accéder. Et donc cette période-là, si tu la fais bien et intensément avec vraiment de la régularité et du sérieux, en fait, derrière, tu lances ton offre, les gens se jettent dessus, quoi. Donc moi, c'est ça qui a vraiment, au-delà même, tu vois, du service, de comment tu construis l'offre, cette phase-là, elle a tout changé dans mes offres. Et durant cette période, tu utilises du coup le storytelling et tout? Bien sûr, ouais. À fond? Ouais, carrément. Ok. Et toi, tu es sur un modèle de story et en plus de teasing par mail, c'est ça? Ouais. Donc les mails toujours bons en 2024 à utiliser? Ouais, carrément. Carrément? Ouais, carrément. Ok. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, trop cool. T'as bien répondu sur l'offre, c'est bon. Merci. Ok, là c'est un tu préfères, donc tu peux choisir. Tu préfères être connu pour ta vie luxueuse en tant qu'entrepreneur ou justement pour tes réussites professionnelles et pas pour ton... Réussite professionnelle. Ok, pourquoi? Parce que je m'en fous d'être connu pour ma vie luxueuse, ça m'intéresse pas. Ouais. Ouais. Beaucoup plus pour ce que t'as monté du coup. Ouais, pour l'impact que j'ai eu, pour... Enfin, je veux dire, si je suis connu juste pour ma vie luxueuse, les gens que je vais rencontrer en physique, ils vont me dire quoi, tu vois. Alors que si je suis connu pour l'impact que j'ai eu, etc., les discussions vont être beaucoup plus pertinentes, etc. Et au-delà de ça, même pour moi, la vie luxueuse, ça se fake tellement, tu vois. Tu peux aujourd'hui montrer que t'as une vie luxueuse et faire baver les gens alors que, bah, en fait, t'as loué la voiture, tu possèdes rien, etc. Donc ça n'a pas une vraie valeur. Alors que si t'es connu et reconnu pour l'impact vraiment que t'as eu, pour la boîte que t'as créée, ben, en fait, c'est génial et c'est beaucoup plus authentique et beaucoup plus vrai, quoi. Est-ce que ça fait lien avec un peu le personal branding du coup que tu veux pousser à fond d'ici 10-15 ans, être connu genre pour justement ouais, 100%. la valeur que tu partages et tout? Ouais, 100%. C'est ça mon but, ouais. De fou. Okay. Si je suis connu pour la valeur que j'ai partagée, pour les vraies personnes que j'ai pu aider, tu vois, c'est génial. Aujourd'hui, les gens que j'admire le plus, c'est pas des mecs qui ont les plus belles voitures ou quoi, c'est les mecs qui ont le plus d'impact sur ma vie, tu vois, parce qu'ils m'ont donné les meilleurs conseils au moment où j'en avais besoin. Et du coup, c'est envers eux, tu vois, que j'ai une attirance forte où je suis en mode, ouais, je les mets là et moi je suis là, tu vois, parce que je suis en mode, bah, merci, quoi. Et c'est ça que je veux transmettre aux gens. Ok. Et du coup, quelles sont les 3 personnes, on va dire, qui t'ont le plus impacté? Il y en a eu beaucoup et en fait, c'est très personnel dans le sens où il y a des phases de ma vie où j'en avais besoin, tu vois. Andrew Tate, il m'a énormément impacté après ma rupture, c'est tout con, mais c'est même très débile, mais je sais pas, ce côté work hard, transformer la peine en action en force, et tout, tu sais, c'est débile, mais genre j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Donc lui, il m'a énormément impacté dans cette période difficile. Après, moi, Steve Jobs, en vrai, j'adore, tu vois. C'est un mec qui m'a énormément impacté aussi dans ce qu'il a créé sur Apple, dans sa créativité, dans sa vision du design, etc. Et au-delà de ça, Hormozy, qui m'a beaucoup impacté dans l'aspect aussi création d'offres, efficacité et création de contenu également, où c'est un monstre, tu vois. Acquisition et tout, très fort. Ouais. T'as lu son livre, du coup? Ouais. Ok. Très fort. Enfin, c'est 2 livres, du coup. Oui. Donc t'as lu les 2? Non, j'ai lu que le premier. Ouais, moi aussi, que le premier. Le deuxième, faudrait. Mais bon, le deuxième, c'est pour passer à un autre step, non? Le deuxième, c'est sur l'acquisition, justement. Ouais. Et le premier, c'est sur la création d'offres. Mais le premier, est vraiment une masterclass, et de ce que j'ai entendu, en tout cas, mais il faudrait que je le lise. Le deuxième est bien, mais moins ouf que le premier. Ok. T'en as parlé juste avant. Ton avis sur Andrew Tate, justement. Ok. Bah moi, il y a plein de trucs, évidemment, sur lui où je valide pas à 100%. Mais comme toutes les personnes, en vrai, tu vois, tu peux pas être d'accord avec tout.
Maintenant, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu un impact tellement énorme sur les jeunes. Parfois négativement, parce qu'il y en a qui poussent le truc trop excessivement. Laisse tomber, moi, ils me rendent fou, les gens comme ça, mais tant pis pour eux. Mais sinon, je trouve que c'est quelqu'un de génial. D'un point de vue oratoire, c'est un génie, tu très, vois. très fort. Ouais. La manière dont il arrive à parler, à captiver, à raconter des histoires, c'est admirable. Donc là-dessus, j'adore. Et au-delà de ça, c'est un speaker exceptionnel. La manière dont il peut te motiver, transmettre des émotions, c'est fou, tu vois. Il y a très très peu de gens. Et j'arrive pas à le comparer à d'autres personnes. Il est vraiment unique, tu vois. Et c'est un personnage à part entière. Et pour moi, c'est un génie de notre génération. Ouais. Moi, ce que je trouve trop fort chez lui, c'est les interviews, quoi. Quand il est en podcast et tout, peu importe la question, si elle est compliquée ou pas, il répond tac, sans bégayer, tac, tac, tac au tac, tu vois. Genre, c'est fort, tu vois. Et puis, il est captivant. Ouais. Il n'y a aucun moment où, quand je l'écoute, où je suis pas concentré. Ouais, non, il est très fort. Il n'y en a pas en France, tu vois, du même niveau que Andrew Tate. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être sur tes futurs projets, tiens, sur la fin de l'année 2024? Ouais. Sur mes futurs projets, moi, le clan, c'est le truc que je veux amener au maximum. Donc, notre mission avec ça, c'est d'aider un maximum. En fait, je me diversifie pas ou j'essaie pas d'aider tout le monde. Moi, j'aide vraiment une cible qui veut passer de 0 à 1 et pas de 1 à 10 ou de 0 à 10. Vraiment de 0 à 1, c'est-à-dire ceux qui débutent dans le business, qui ont encore rien fait, qui veulent gagner leurs premiers euros, mais sans gagner des millions ou gagner des 10 000 euros par mois, mais juste passer de ok, je gagne pas d'argent à je gagne entre 500 et 2000 euros par mois, tu vois. Donc, nous, on aide cette cible-là avec ce qu'on fait sur le clan. Et ça, je veux le pousser au maximum. Je veux avoir plus d'impact, aller plus loin là-dessus. C'est super important pour moi. Aujourd'hui, je suis pas encore assez content de l'impact qu'on a parce que je sais qu'on peut avoir beaucoup plus et ça me frustre. Donc, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est, comme je dis, la personal brand. Je veux pousser ça. Je veux y arriver. C'est un challenge. C'est pas facile. Faut s'y mettre à fond. Mais je sais que je vais y arriver. Je sais que c'est une question de temps. Il faut juste me laisser un petit peu de temps et que je me bouge vraiment, que je réfléchisse vraiment au bon concept et que je passe à l'action. Donc, quand je regarderai ce podcast d'ici la fin d'année, j'espère qu'il y aura des steps qui seront passés. Mais t'as raison, en vrai, personal brand, c'est trop fort. Ça t'ouvre plein de portes. Moi, je pense surtout, tu sais, dans 5-10 ans, ça peut t'ouvrir les portes de sortir un livre, donner des conférences, faire plein de trucs, tu vois, de ouf. Ouais. Au-delà des réseaux et au-delà de l'aspect nombre ou quoi, tu vois. De fou. Je pense que ça peut être incroyable. Mais le truc, c'est que quand il y en a qui parlent personal brand, ils pensent que c'est juste tu prends des belles photos de toi et t'essaies de te construire une image en ligne, tu vois. Moi, je le vois beaucoup plus comme juste apporter de la valeur et créer une audience, tu vois, finalement. Ouais. Au-delà de personal brand, regrouper une audience et leur apporter de la valeur. Comme ce que tu as fait en fait sur Sneakers Media, exactement. Mais maintenant sur d'un ta point page... de vue business, lifestyle, mindset, etc. quoi. Ok, trop cool. Bah écoute, j'espère que tu as aimé le podcast. J'ai adoré, mec. Merci pour les questions, la pertinence et la fluidité. Bah écoute, avec plaisir. Tu reviendras pour l'épisode 2 de nous, mais du coup, ça sera un autre épisode. Et on verra l'évolution. Ou peut-être que je viendrai à Bali faire le podcast. Mais peut-être que ce sera même moi qui t'interviewerai. Avec plaisir. Bon, bah écoute, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre Enzo, si tu veux partager tes réseaux aussi. Sur Instagram, on pourra le mettre en description ou l'afficher comme tu veux. Ok. Enzo Napio, tout simplement. Bah, je balancerai le Instagram et le YouTube. Et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci à toi.